Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier webinaire de l'Agence internationale de l'énergie dans le cadre de notre programme de renforcement des capacités pour les statistiques et la modélisation énergétique. Alors on est ravis de vous retrouver ce lundi et de débuter la semaine avec cette formation. Aujourd'hui, ce seront principalement mes collègues des équipes statistiques, Gianluca, Nicolas et Julia, qui vous présenteront deux webinaires, donc l'un sur un webinaire d'introduction sur les statistiques énergétiques en général, et un deuxième qui permettra de décrire les statistiques pour chacun des types d'énergie. Donc ça permettra d'avoir un petit peu une compréhension commune de l'ensemble des sujets et des énergies. Et donc je pense que ça intéressera à la fois les gens qui viennent du milieu de l'électricité, des hydrocarbures, ainsi que de toutes les autres énergies. Donc ça nous occupera aujourd'hui. Et comme on vous l'a présenté mercredi dernier, nous avons donc 3 semaines de formation avec des matinées qui vont nous occuper voilà, dans les prochaines semaines pour couvrir l'ensemble des sujets de statistiques et de modélisation. Donc, bienvenue à tous. Je vais dans une seconde passer la parole à mon collègue Gianluca qui chapeaute ce programme avec moi et que vous n'avez pas vu la semaine dernière puisqu'il vient d'avoir un petit garçon. Donc, il est de retour avec nous pour démarrer rapidement cette formation. Et peut-être un mot avant ça pour vous dire qu'on a également dans la salle aujourd'hui quelques représentants qui viennent de pays en plus de la RDC. Donc, ce programme est conçu vraiment de manière bilatérale avec la RDC, mais on a aussi quelques personnes de pays voisins. Alors, on verra qui a pu se connecter, mais en tout cas, on est ravis de pouvoir avoir un forum avec des experts qui viennent de la région. Donc, n'hésitez pas tous à partager vos perspectives et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez la fonctionnalité questions-réponses ou Q&A et donc, on vous invite à les poser à tout instant. Et je laisserai mes collègues voir comment ils veulent prendre les questions. Voilà, je m'arrête là. Je passe la parole à Gianluca et je vous souhaite à tous une très bonne formation. Merci beaucoup Arnaud et bonjour à tout le monde. Comme Arnaud le disait, aujourd'hui, avec mes collègues Julia et Nicolas, on va faire une introduction sur les statistiques énergétiques. Et on va voir aussi comment on fait le reporting, la collecte des données pour chaque type de source énergétique. Et et mercredi, on va continuer à voir comment on utilise ces statistiques pour faire différents calculs, par exemple les bilans énergétiques, les indicateurs, les prix de l'énergie, etc., etc. Mais perdons pas plus de temps et on va commencer avec la présentation d'aujourd'hui. La première slide qu'on voulait vous montrer, ça représente la variation annuelle de la demande en énergie au niveau mondial depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, il y a eu beaucoup de variations qui ont été dues à différents types d'événements. Par exemple, la guerre mondiale, le choc du pétrole ou la crise financière de 2008. Pour suivre tout ça, l'IEA a toujours mis en place, depuis sa fondation en 1973, des pratiques de collecte de données de qualité. Qu'est-ce qu'on a pu faire récemment grâce à notre équipe de collecte de statistiques de données, mais aussi avec les méthodologies qu'on a mis en place et qu'on suit depuis longtemps? On a pu réussir à suivre la variation de la demande d'énergie en 2020 pendant l'année pour voir qu'est-ce que c'était l'impact de la crise sanitaire due à la COVID-19 sur la demande en énergie. Et ça, c'était fait en même temps en utilisant la collecte des données instantanées, par exemple la production d'électricité, la demande de certains types de sources d'énergie, mais aussi en utilisant les pratiques de modélisation que l'IA a mis en place depuis des années, qui ont permis de faire des estimations sur le court terme pour avoir une idée de comment cette crise a pu impacter la demande d'énergie. On a vu en effet que plus ou moins, on va avoir une diminution de moins 6-7%. Et ça, c'était fait aussi quand l'année n'était pas encore terminée. Ça, c'est important à dire parce que ça met en lumière l'importance de ces formations, d'où à l'effet qu'on va parler des données historiques, mais aussi de la modélisation qui va servir pour essayer de regarder un petit peu dans le futur. Ça, OK, c'était
on regarde au futur très proche de la même année, mais le même type d'algorithme peut être mis en place pour estimer la demande future. On va voir un autre exemple de l'estimation de futur récent fait par l'IEA, le WEER 2020, que c'est le World Energy Outlook, une des publications les plus importantes de l'IEA, qui essaie de regarder au futur de l'énergie par différents scénarios, a fait des analyses très importantes, notre équipe, dans cette publication. Ils ont regardé à l'effet de la population sans accès à l'électricité en Afrique en particulier. Et on a vu que depuis les années 2000, il y a eu une augmentation de personnes sans accès à l'électricité. Ça signifie que la population a augmenté plus rapidement que l'accès. Donc, il y avait plus de personnes qui étaient en train de naître dans des zones rurales, par exemple, où il n'y avait pas d'accès à l'électricité, que les efforts faits pour donner accès à les personnes en Afrique. Par contre, depuis 2013, on a vu qu'il y a une amélioration à ça, et donc les efforts ont commencé à payer, et on a eu une diminution de 2013 à 2019 des personnes sans accès à l'électricité. Par contre, grâce à la collecte des données, à les méthodologies d'estimation et de modélisation que l'AIE a mis en place, on a pu estimer qu'est-ce qui s'est passé en 2020 par rapport à l'accès à l'électricité, et surtout, qu'est-ce que c'est l'impact de la COVID-19 sur l'accès à l'électricité. On a vu qu'en effet, cette année, malheureusement, il y a eu un empirement, et donc il y a une augmentation de personnes qui restent dans les noirs en 2020 par rapport à 2019. Je pense que ces deux slides, c'était juste pour mettre en lumière un peu, pour souligner l'importance de la collecte des données, soit historiques, soit des données les plus récentes, et aussi l'importance d'avoir des pratiques de modélisation et d'estimation pour pouvoir créer une figure raisonnable du marché de l'énergie, mais aussi de la demande, par exemple, de l'approvisionnement en énergie de différentes sources. Et ça, c'est important après pour mettre en place des politiques, par exemple, dans le cas de la COVID, des politiques de recroissance pour recommencer après la crise à mettre en place et à rebooster la demande d'énergie, etc., etc. Donc, après dit tout ça, on voulait commencer à s'échauffer un peu avec une petite question-réponse en utilisant le site menti.com que vous avez vu, je pense, avec Arnaud et Nicolas la semaine dernière. Donc, je vous demande juste de vous connecter sur www.menti.com où on peut regarder vite fait une part des questions qui vont introduire les différents sujets qu'on va voir aujourd'hui. Je vais juste partager mon écran. Je vous laisse vous connecter sur le site. Bientôt, vous allez voir les codes aussi s'afficher dans la slide de l'écran. Comme vous voyez, les codes d'aujourd'hui pour répondre à les questions-réponses, c'est les 42 47 03 3. Et normalement, on va tenir les mêmes codes pendant toute la journée d'aujourd'hui. Donc, si vous vous reconnectez dans la même page après, vous avez la question suivante qui va s'afficher directement. Donc, notre première question, c'est quelles sont les unités utilisées dans un bilan énergétique? Est-ce qu'elles sont des unités physiques, par exemple les tonnes, les mètres cubiques? Est-ce qu'elles sont des unités énergétiques, comme les kilowattheures, les mégajoules, les kilotonnes de pétrole équivalent? Est-ce qu'elles sont des unités monétaires, comme les dollars, les euros, etc., etc.? Oh, je ne sais pas. Si vous ne savez pas exactement qu'est-ce que c'est un bilan énergétique et quelles sont les unités utilisées. Je laisse le temps pour répondre. Je vous souviens que les codes ici à droite, 42 47 03 3. Comment savoir les premières réponses? On laisse le temps aussi à tous les autres de se connecter à Elementi pour voir toutes les réponses, et aussi pour les prochains, ça sera plus rapide parce que, comme je disais, le code ne changera pas, donc vous allez rester avec le même code pour répondre à toutes les autres questions et regarder tous les autres quiz interactifs, on peut les appeler.
Pour le moment, on voit quand même que tout le monde a répondu, tous les 5 qui ont déjà répondu, ils ont répondu unité énergétique. En effet, la question, c'était un peu, on peut dire facile, ça s'appelle bilan énergétique, donc ça nous donne envie de répondre énergétique, même pour une personne qui ne connaît pas l'énergie, le mode d'énergie, les bilans et les statistiques. En effet, c'est la réponse correcte parce que dans un bilan énergétique, on met ensemble toutes les sources d'énergie consommées dans un pays ou dans une région avec les mêmes unités énergétiques. Donc, on peut faire des comparaisons entre sources, entre flux de consommation, par exemple. On verra la production, on va voir les importations, les exportations pour tous les différents produits et les différentes colonnes de notre bilan énergétique. Je pense qu'on peut passer directement à la prochaine question. Et ça, c'est un peu plus technique, on peut dire. Et on voulait vous demander, parce que c'est un concept très important qu'on va voir très souvent dans les jours à venir, qu'est-ce que c'est le pouvoir calorifique? Il y a 3 possibilités de réponse. La première, c'est la quantité d'énergie contenue dans un combustible, par exemple mégajoules par kilo, ou la température de changement de phase d'un gaz, par exemple un degré centigrade, ou la valeur monétaire ou les prix d'une calorie d'un combustible. Par exemple, combien ça coûte une calorie de gaz naturel? Il y a 6 personnes qui ont répondu. On laisse un peu le temps parce que j'ai vu qu'on a pas mal de personnes connectées. Ce serait bien que la plupart d'entre vous ils se connectent sur Menti pour garder un peu d'interactivité dans ces webinaires d'aujourd'hui. Et je vous souviens pour le moment que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet Q&A, questions et réponses. Et après, on va vous répondre au vive voix, au écrit, ou si nécessaire, on vous laissera aussi prendre la parole pendant le training. On voit déjà il y a un peu de réponses. Quelqu'un a écrit la réponse de Menti dans la question and answer. Si vous pouvez vous connecter sur menti.com, ce serait plus facile. Comme ça, on a les réponses live. Alors, on a déjà 10 personnes qui ont répondu. La majorité, ils ont dit que le pouvoir calorifique, c'est la quantité d'énergie contenue dans un combustible, 1 mégajoule par kilo. Et en effet, ça, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Et pourquoi c'est important le pouvoir calorifique? Parce que, comme vous voyez de sa définition, ça nous permet, par exemple, de convertir 1 kilo de charbon en unité énergétique. Donc, on pourra les mettre après dans nos bilans énergétiques et les comparer avec les autres sources. Parce que si on a 1 kilo de charbon, après on a un baril de pétrole, on a 1 mètre cubique de gaz, on ne peut pas vraiment comparer, on ne se rend pas compte de les quantités. Mais si avec le pouvoir calorifique, on convertit chacun d'entre ces quantités de différents produits dans les mêmes unités, on pourra après voir, par exemple, dans mon pays, on consomme beaucoup plus de gaz. On est très dépendant du gaz. Le charbon, ça représente une partie un peu plus petite. Je pense que pour le moment, on a fini avec Clementi. J'espère que vous amusez un peu à voir vos réponses s'afficher tout de suite dans l'écran et après avoir des commentaires sur ça. Je laisse maintenant la parole directement à Julia qui va commencer à vous parler des principes fondamentaux de statistiques. Donc, comment est-ce qu'on va mettre en place un système de collecte de données, de reporting de données statistiques sur l'énergie dans un pays. Merci beaucoup pour l'attention. Merci beaucoup, Gianluca. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez bien pu trouver du coup comment vous connecter au Menti. On en refera après, donc je réitérerai les instructions pour que vous puissiez bien tous répondre aux questions. On va commencer maintenant avec les principes fondamentaux sur les statistiques énergétiques. J'espère que vous voyez tous mon écran. Et donc, on va commencer en allant un peu dans l'histoire pour essayer de comprendre d'où vient la méthodologie que l'on suit. En effet, quand on regarde l'énergie, elle est au cœur de nos vies, de nos économies. Il est donc très important de pouvoir la quantifier. Mais quand on parle d'un pays et d'un autre, comment pouvoir assurer que les données que l'on utilise sont comparables? Comment être sûr que quand un pays parle d'une unité de charbon,
il parle de la même chose qu'un autre pays. Donc, c'est pour ça, en fait, que sous la tutelle de l'ONU et avec l'Agence internationale de l'énergie et plusieurs autres organisations internationales, ont été écrites les recommandations internationales pour les statistiques énergétiques, IRES en anglais. Et ces recommandations ont donc été approuvées par un comité international appelé Inter-Enerstat, avec donc toutes ces organisations internationales que vous voyez sur la droite. Il permet une comparaison entre les produits, les flux et les pays et améliore donc la transparence des données. Cette harmonisation est nécessaire parce qu'elle nous permet donc de vraiment assurer la comparabilité, mais aussi d'assister les prises de décision et les analyses. Et regardons donc maintenant ce que cela veut dire. Cela veut dire qu'on va toujours regarder le système énergétique dans un même schéma que vous voyez ici. Donc, partant de la production, finissant par la consommation, et séparé dans deux gros blocs, l'approvisionnement et la demande. L'approvisionnement, ça va être tout ce qui est la production, comme je l'ai dit avant, mais aussi les importations, les exportations et les stocks, les soutes maritimes et aériennes internationales. La demande, ça va être plutôt vraiment l'utilisation de l'énergie, donc soit par le secteur de l'énergie, par exemple une raffinerie pour fonctionner qui a besoin d'électricité, ou alors pour le secteur de la transformation. Donc là, on va transformer une source d'énergie dans une autre source d'énergie, par exemple une centrale électrique qui va utiliser du gaz pour produire de l'électricité. Et nous avons la consommation finale totale. Donc là, on va avoir l'industrie, le transport, mais aussi le résidentiel, le commerce, etc. Et entre les deux, nous avons l'écart statistique dont nous allons parler plus en détail plus tard dans la présentation, mais qui va vraiment nous permettre de faire le bilan entre l'approvisionnement et la demande et de voir si ces deux données sont égales. Notez bien que l'écart statistique, mais aussi l'augmentation ou la réduction des stocks peuvent être positifs ou négatifs dans notre bilan. Donc, après avoir vu ce premier schéma, parlons un peu des données et surtout des unités. Gianluca, on a parlé un peu avant pendant la question et j'ai vu que beaucoup d'entre vous savaient ce que c'est que le pouvoir calorifique. En effet, le pouvoir calorifique va nous permettre de convertir toutes nos données qui vont être collectées dans des unités très diverses, donc peut-être des kilos, des mètres cubes, peut-être aussi des square feet, pourquoi pas. Et donc, prendre ces données et les convertir toutes dans une unité énergie pour pouvoir ensuite les comparer. Le pouvoir calorifique nous permet de faire ça, d'aller de l'unité physique, par exemple des tonnes, à l'unité d'énergie. Il désigne la chaleur obtenue à partir d'une unité de combustible lors de sa combustion. Il nous donne la qualité de ce combustible et il se situe dans une fourchette attendue qui dépend également de la qualité du produit. Nous voyons ici un exemple où en Afrique du Sud, nous avons un pouvoir calorifique beaucoup inférieur à celui du Maroc. Donc, il est important aussi de considérer les régions dans lesquelles on se trouve. Quand on parle de pouvoir calorifique, on peut parler du pouvoir calorifique supérieur, PCS abrégé, ou du pouvoir calorifique inférieur, le PCI. La différence, c'est que quand un combustible est brûlé, la vapeur d'eau qui est produite va être de l'énergie non récupérable dans la plupart des cas. Et donc le PCS va prendre en compte cette énergie non récupérable, alors que le PCI indique seulement l'énergie, la chaleur utile. Il y a donc une différence entre le PCS et le PCI, et le PCS va toujours être plus grand ou égal au PCI. Pour le gaz naturel, par exemple, on va dire que le pouvoir calorifique inférieur, c'est 90% du pouvoir calorifique supérieur approximativement. Prenons un exemple maintenant pour voir un peu comment calculer un PCS national pour un produit donné. En effet, il peut arriver que vous collectez des données dans différents, ici dans l'exemple, dans différents champs de gaz naturel. Donc nous avons un champ A de gaz naturel où nous avons 4 millions de mètres cubes avec un PCS de 41 270 kJ par mètre cube. Nous avons un champ B où nous avons une quantité moindre, 1 million de mètres cubes, et un PCS aussi moindre de 37 283 kJ par mètre cube. Comment faire pour avoir un PCS moyen pour rapporter cela au niveau national? Et bien, nous allons calculer une moyenne pondérée. La moyenne pondérée va nous permettre d'utiliser les deux PCS
et de les pondérer en fonction de la quantité utilisée, produite de gaz. Pardon. Donc, le PCS total ici, ça va être le PCS du champ A multiplié par la production du champ A, plus le PCS du champ B multiplié par la production du champ B, et le tout pondéré, donc divisé sur les deux productions, donc les 5 millions de mètres cubes. Et cela nous donne, comme vous le voyez sur la droite de la slide, un PCS moyen de 40 473 kJ par mètre cube. Donc on voit bien que le champ A qui a produit plus a impacté plus le calcul de notre PCS. Le PCS se rapproche plus du PCS du champ A. Voilà, je crois qu'il y a un exercice là-dessus pour plus tard, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas si ce n'est pas clair. Maintenant qu'on a vu ce PCS et ce PCI, donc ce pouvoir calorifique qui est très très important pour pouvoir rapporter toutes nos données à la même unité énergie, je peux vous présenter le bilan énergétique. Le bilan énergétique nous permet de représenter assez facilement dans une table, un tableau en 2D, les produits énergétiques et les flux dans une même unité. On va avoir tous les produits en colonne, le charbon, le pétrole, le gaz, etc. Et les flux en ligne avec l'approvisionnement d'un côté et la demande de l'autre. Là aussi, on retrouve la consommation du secteur énergétique, la transformation et la consommation finale. Donc voilà pour la première partie. Nous allons maintenant aller plus dans la collecte des données énergétiques à un niveau national. Je vais juste regarder, est-ce qu'il y a des questions, Gianluca et Nicolas, qui sur cette partie-là, ou est-ce que je continue? Cette partie-là, il n'y a pas de questions. Il y a quelqu'un, par contre, qui dit qu'il n'arrive pas trop à lire les données sur le tableau. Il faut Ah oui, peut-être dans essayer. le Que vous bilan essayez. énergétique. Ouais, ce n'était pas très important, je pense, les chiffres dans le bilan énergétique. OK. Donc, je continue du coup sur les implications de la collecte des données énergétiques à un niveau national. Hop. Pardon. Voilà. Donc, le premier aspect qu'il va falloir regarder, c'est qu'il faut établir un cadre légal. Il faut établir des arrangements institutionnels et des mécanismes de rapportage et de dissémination. Tout ça dans l'optique d'avoir un système de collection robuste et fonctionnel. Donc, il faut allouer des ressources pour la collecte, le traitement, la validation, la dissémination des données, mais il faut aussi prévoir qu'il pourrait y avoir des changements, donc prévoir des révisions de la méthodologie et des processus. Tout cela a un coût. Considérable, sélectionner seulement les données dont vous avez besoin, élevés, donc c'est quelque chose à considérer quand on... Et il y a des challenges plus ou moins importants en fonction des pays dans lesquels on se trouve. Il y a des problèmes avec la libéralisation du marché. On passe d'une compagnie, par exemple dans l'électricité, à une centaine de compagnies qui vont produire de l'électricité. On peut avoir des flux ou des produits spécifiques qui sont plus compliqués à quantifier, par exemple la biomasse traditionnelle. Il y a des problèmes de confidentialité, on y reviendra, et le manque de ressources et le renouvellement rapide des équipes peuvent aussi être challengeants. Donc, c'est des choses à prendre en compte quand on parle de notre système de collection. À prendre en compte aussi la chaîne des données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On regarde d'abord l'activité énergétique. On a une production, on conduit sa voiture, par exemple, on utilise de l'essence. Ces données-là, elles vont être collectées par des sondages, des données administratives, des mesures, des estimations. Ensuite, derrière, nous allons avoir une collection des données secondaires. Les organisations internationales, par exemple, comme l'Agence internationale de l'énergie ou la FREC, vont collecter les données primaires pour ensuite faire une analyse plus globale. Et ensuite, nous avons bien sûr les utilisateurs des données qui sont très importants pour vérifier que vos données sont bien utiles. Parce que si vous produisez des données et qu'elles ne sont pas utilisées derrière, tout le processus que vous avez fait ne va pas vous servir à grand-chose. Donc, c'est vraiment important de vérifier aussi qui sont les utilisateurs de vos données, comment bien disséminer vos données pour que cela soit intéressant pour eux. Regardons maintenant la coopération
dans le système énergétique. Donc, nous avons souvent le ministère de l'Énergie et le Bureau des statistiques qui vont être les principaux acteurs pour les données énergétiques. Mais nous avons beaucoup de différentes institutions qui entrent en jeu et qui vont pouvoir vous donner des données additionnelles sur différents flux. Par exemple, le Bureau des douanes va pouvoir peut-être vous donner des données sur les échanges. Les régulateurs de l'énergie vont avoir des données sur la production d'énergie. Les transporteurs peuvent peut-être donner des données sur tout ce qui est relié au transport, etc. Donc, c'est vraiment important de regarder cet écosystème d'institutions quand vous voulez collecter des données pour essayer d'éviter de trop en faire et vraiment utiliser tout ce que vous avez. Donc, on va aller sur menti.com. Donc, je vous rappelle que pour répondre aux questions, vous allez sur www.menti.com et ensuite, vous entrez le code que je vais vous montrer tout de suite. Hop. Alors, vous ne voyez pas encore ce que je vous montre. Hop. Voilà, donc ça met un peu de temps pour se réinitialiser apparemment. Non. Bon, je n'arrive pas à partager mon Menti. On le voit. Si, on le voit. Moi, je vois Ah le bon? Menti. Oui. Si, on le D'accord, voit. bah, du coup, c'est mon Zoom qui ne s'actualise pas. D'accord. Bon, bah, tant mieux. Je suis rassurée. Donc, vous voyez bien le www.menti.com et vous allez sur le code qui s'affiche en haut pour nous dire avec quelles institutions vous travaillez sur les statistiques énergétiques au niveau national. Donc, nous avons des premières réponses qui arrivent. Le ministère de l'Énergie, l'INS. Je vois qu'il n'y a que 2 personnes qui ont répondu pour l'instant. Donc, je vous laisse le temps de répondre à la question. Le ministère de l'Énergie revient souvent. Nous avons maintenant différents acteurs qui entrent en jeu, des laboratoires, des universités, des entreprises pétrolières, le SIE, le ministère Hydro. Donc, on voit bien qu'il y a un grand écosystème d'institutions avec lesquelles vous travaillez. Donc là, il y a 11 personnes qui ont répondu et nous avons déjà beaucoup d'institutions dans les réponses. L'Institut national des stats. Ok, ben on voit bien que vous travaillez avec plusieurs institutions différentes. Donc, ça réitère bien mon point sur le fait qu'il est important de coopérer sur les statistiques énergétiques. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. On va revenir sur la présentation PowerPoint. Et vous aurez l'occasion de réutiliser le Menti plus tard. On va parler maintenant des principaux outils de la collecte des données. Les sources administratives sont le premier outil qu'on va regarder. Elles sont à vérifier avant toute nouvelle collecte. Ça rejoint vraiment ce qu'on a dit avant. Si, par exemple, le ministère des Transports a des données sur les carburants vendus, vous n'avez pas besoin de collecter ces données en plus. Donc ça, c'est vraiment la coopération. Les sources administratives peuvent vous aider à réduire le budget de collecte. Ensuite, nous avons les sondages.
Donc ici, on va avoir des échantillons qui vont devoir être représentatifs. Il est possible de se baser sur des sondages existants, d'ajouter des questions, par exemple, à des questionnaires déjà existants, pour réduire les coûts là aussi. Les compteurs et les mesures, cela est très coûteux, mais très efficace pour suivre des équipements spécifiques, donc à prendre en compte. Et finalement, les modélisations ou estimations qui vont vous permettre, en dernier recours, de compléter vos données. Parlons maintenant un peu de la confidentialité. Nous en avons parlé avant, c'est un des challenges que l'on peut rencontrer. En effet, quand vous collectez des données, il est important de vérifier que ces données ne soient pas révélées à une partie tierce par erreur ou lors de la dissémination. En effet, des entreprises du secteur privé peuvent s'inquiéter que ces données soient partagées et que ça puisse révéler des informations stratégiques à la concurrence. Par exemple, si une entreprise gère toutes les mines du charbon du pays, elle peut être réticente à révéler sa production. Ça peut aussi être une excuse pour ne pas partager les données. Donc, il est important de travailler avec les gouvernements, les organisations de l'accès et du traitement des données pour bien mettre en place cette confidentialité. Un exemple peut être, par exemple, que le gouvernement garde les données pour un usage interne seulement et ne publie que des données agrégées s'il y a vraiment un problème de confidentialité. On a eu quelques exemples dans l'Agence internationale de l'énergie où on a travaillé avec les pays pour essayer d'aller au-delà des problèmes de confidentialité. Nous avons par exemple eu au Royaume-Uni des terminaux LNG qui ne partageaient pas leurs données. En parlant avec eux, nous avons vu que le problème, l'aspect critique, c'était vraiment le timing. Donc avec un délai plus long, c'était possible de partager ces données. Donc ça, c'était un exemple, par exemple, qui nous a permis d'améliorer nos données tout en restant dans la confidentialité demandée par les entreprises. Regardons maintenant quelques recommandations pour l'établissement d'un système d'information énergétique. Donc, il va vous falloir des fondations légales solides et garantir l'indépendance des statisticiens. Il faut établir un réseau, on en a beaucoup parlé, des arrangements institutionnels. Il va falloir construire une procédure formelle pour gérer la confidentialité, donc l'accès aux données, les règles de publication. Établir une stratégie de collecte des données. Fournir des métadonnées à jour, donc ça va être ce qui va vous permettre de documenter les données que vous mettez en ligne, que vous publiez, et appliquer les recommandations et concepts internationaux. On vous a mis ici le lien vers les recommandations internationales pour les statistiques énergétiques. Et on va regarder plus en détail la stratégie de collecte des données pour voir comment la développer. Donc d'abord, on va essayer de mettre en avant ce dont on a vraiment besoin, les besoins en données, les nationales, les régionales, mais aussi ce qu'il y a besoin pour les besoins internationaux, comme par exemple les Sustainable Development Goals, donc les buts de développement durable. Pardon. Et on va regarder la liste des données qu'on a déjà collectées, qui sont déjà disponibles, donc avec les offices de statistiques nationaux, les ministères, les acteurs publics, privés, les agences internationales. Une fois qu'on a ces deux, on va les comparer et donc on va pouvoir identifier les données manquantes. Les données nécessaires qui ne sont pas encore collectées avec une qualité suffisante. Donc ça peut vouloir dire par exemple que vous avez des données au niveau annuel, mais qu'il vous les faut au niveau mensuel. Et en ayant tout ça, on va pouvoir établir une stratégie de collecte des données nécessaires et l'inclure dans la stratégie statistique nationale pour allouer des ressources et mettre en place des procédures pour la collection, la vérification, l'arithmétique et la dissémination. Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir nos manuels. Nous avons un manuel complet sur les statistiques énergétiques qui est disponible en 10 langues sur notre site. Et bien sûr, le manuel sur les recommandations internationales. Et ensuite, nous avons du matériel un peu plus au-delà des statistiques, des bilans énergétiques sur les indicateurs, la création de politiques dans nos manuels que vous voyez sur la slide à droite. Cela m'amène à la troisième partie de cette présentation. Donc, on va parler des principales procédures et méthodes de validation des données énergétiques. Regardons d'abord pourquoi. Alors, pourquoi valider, pourquoi vérifier nos données? C'est pour avoir de bonnes données.
Et cela commence dès le stade de la collecte. Il va falloir s'assurer que les données sont pertinentes, qu'elles répondent aux besoins des utilisateurs, qu'elles soient précises et fiables, qu'elles soient publiées à temps et de manière régulière pour que les utilisateurs peuvent s'y fier, qu'elles soient accessibles et claires avec des métadonnées, et qu'elles soient comparables et cohérentes dans le temps. Et pour plus d'informations, là aussi, je vous réfère aux recommandations internationales pour les statistiques de l'énergie. Nous avons mis ici quelques liens que vous allez pouvoir regarder après le webinaire qui vont pouvoir vous donner des informations en complément. Et maintenant, on arrive dans vraiment la partie sur la vérification des données. Donc, la première chose que l'on va pouvoir faire, c'est vérifier la cohérence interne. On va regarder si une valeur est censée être la somme d'autres valeurs, si c'est bien le cas, si les variations de stock sont calculées correctement, si la base de données est complète, si la baisse de l'utilisation de produits va de pair avec l'augmentation d'un produit, ou si cette baisse est prévue par des améliorations de l'efficacité énergétique, par exemple. Et de plus, on va vous recommander d'analyser les processus de validation des données pour identifier les points de défaillance possibles. Par exemple, si nous avons un processus A qui nécessite l'extraction des valeurs, le calcul des totaux, le reformatage des ensembles de données, il est très facile dans les manipulations de supprimer un ou deux éléments. Donc là, le contrôle, ça va être de comparer les calculs et les totaux avant et après. Une autre vérification peut être faite avec l'écart statistique. Donc, l'écart statistique, nous en avons parlé un peu avant, c'est la différence entre l'offre, donc la quantité disponible pour le marché intérieur, et la demande, la quantité consommée dans le marché. En théorie, on penserait que l'offre est égale toujours à la demande, mais en pratique, ça pose de nombreux défis et souvent, nous n'avons pas les mêmes sources pour l'offre et pour la demande, et donc il y a un écart statistique. Vraiment la différence entre les données sur l'offre et les données sur la demande. Cet écart statistique peut être très grand. Et quand il est très grand, c'est un problème parce que du coup, on ne sait pas où allouer cette différence. Il peut donc être utile de calculer le rapport entre l'écart statistique et l'approvisionnement total en énergie primaire. On dit qu'il y a un problème quand on a 5%, quand l'écart statistique, c'est 5% de l'approvisionnement sur le marché. Mais 0 peut aussi être suspect parce que ça peut vouloir dire que vous avez mis ces données, que ces données ont été glissées dans un autre flux. Donc, que faire si vous avez ces problèmes? Vraiment vérifier l'exhaustivité, le périmètre de couverture des données, examiner les définitions et les méthodes des sources de données, vérifier les pouvoirs calorifiques, peut-être que des pouvoirs calorifiques différents ont été utilisés, et vérifier si vous tenez bien compte de toutes les nouvelles tendances. Peut-être qu'il y a maintenant plus d'électricité hors réseau qui n'est pas inclus dans la collecte. L'utilisation propre et les pertes est aussi un moyen de vérifier nos données. L'étude de cas ici, c'est sur l'électricité. C'est un bon exemple, car l'utilisation d'électricité par les centrales électriques ne va pas varier le long de la série historique. Et en plus, on va dire qu'elle devrait être à peu près autour de 3%. Donc, on va regarder nos données historiques et notre série de données. Et si nous avons tout d'un coup une montée ou une descente très drastique, ça va nous permettre de poser des questions et de vérifier, OK, peut-être qu'il y a une erreur quelque part. Pareil pour les pertes d'électricité dues au transport et à la distribution. Elles devraient techniquement être en dessous ou égales à 10%. Nous le voyons ici à droite dans le graphique en bas. Il y a certaines régions dans lesquelles c'est assez constant. Certaines régions dans lesquelles on voit vraiment un progrès, car en effet, ces pertes d'électricité peuvent aller vraiment au-delà des 10%, jusqu'à 30%, si le réseau électrique est dans un mauvais état, s'il y a moins de maintenance ou s'il y a des vols. Donc ça, c'est vraiment quelque chose en fonction du pays dans lequel vous travaillez. Vous allez pouvoir savoir ce qu'il se passe dans le pays, dans quel état est le réseau électrique et voir en fonction de cela si les niveaux de perte d'électricité sont cohérents. Le pouvoir calorifique, on en a déjà parlé, mais c'est vraiment important parce que c'est essentiel à la construction de votre bilan énergétique et donc à la conversion vers ou à partir d'unités d'énergie.
Et pour chaque produit, il existe une fourchette attendue pour les pouvoirs calorifiques. Et donc, ça va vous permettre de vérifier les données collectées. Vous pouvez donc comparer aux valeurs par défaut, mais aussi aux valeurs historiques pour le même produit, parce que les pouvoirs calorifiques dépendent aussi des régions. Vérifiez aussi si le PCS ou le PCI utilisé pour la demande est le même que celui utilisé pour l'approvisionnement. S'il ne l'est pas, vérifiez si c'est cohérent. Le taux de croissance est un autre instrument qui va nous permettre de vérifier les données. En effet, on va comparer la dernière période aux périodes précédentes. Et cela va nous permettre de conclure sur la logique de l'histoire en fait racontée par les données. Parce qu'en général, une variation importante, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir justifier. Par exemple, par le climat ou des facteurs socio-économiques. Là, avec 2020, nous allons avoir beaucoup de taux de croissance qui vont être différents de ceux qu'on aurait pu imaginer avant la crise du Covid-19. Notez aussi que la saisonnalité, des fois, est très forte. Par exemple, quand nous traitons des données mensuelles ou pour le gaz naturel, comme nous le voyons dans l'exemple. Donc, des fois, il peut être plus intéressant de comparer le mois en cours avec le mois de l'année précédente plutôt que le mois en cours avec le mois juste avant. Donc, c'est très pertinent pour la production et la consommation, ça l'est moins pour les stocks et les échanges internationaux qui varient beaucoup d'un mois sur l'autre ou d'une année sur l'autre. Ensuite, nous avons une possibilité aussi de regarder les séries temporelles. Quand vous regardez les séries temporelles, des ruptures dans les séries sont des choses inexpliquées ou des grands changements qu'on va essayer d'éviter ou tout du moins de pouvoir les expliquer. Nous avons par exemple à droite ici dans le graphe sur la raffinerie. Nous voyons donc que c'est l'entrant dans une raffinerie au cours du temps. Je ne sais pas si vous arrivez à lire les mois-ci quand même. C'est lisible, je crois. Donc, une raffinerie a normalement un entrant assez constant dans le temps parce qu'une raffinerie ne peut pas utiliser beaucoup plus de pétrole que ce pour le quoi elle a été conçue. Et donc ici, nous avons deux grandes ruptures dans les séries temporelles, une en avril 2005 et une en décembre 2005. Donc celle en avril 2005 peut être cohérente s'il y a eu une maintenance dans la raffinerie. Par contre, celle en décembre 2005 va nous poser des questions parce qu'on va beaucoup plus haut dans l'intrant dans la raffinerie que tout ce qui a été fait sur les mois d'avant. Donc ça nous semble incohérent. Donc là, on retournerait vers celui qui nous a donné ces données pour demander ce qui s'est passé et s'il n'y a pas une erreur. On revient donc sur la cohérence de la série de données. On regarde les tendances attendues. On peut aussi regarder spécifiquement pour chaque carburant. En effet, la demande et le stockage de gaz naturel sont vraiment très liés aux conditions météorologiques. Le gaz naturel étant utilisé beaucoup pour le chauffage. La production d'hydroélectricité est affectée par les précipitations et l'installation de mini-réseaux devrait entraîner une augmentation de la production d'électricité. Donc toutes ces choses-là, c'est vraiment des histoires que nous racontent les données qu'on va essayer de vérifier quand on a une série de données à valider. On avait un exemple sur la droite ici avec la production d'électricité en rouge et en bleu l'accès à l'électricité sur l'axe de droite. On voit que la production d'électricité augmente avec l'accès à l'électricité, donc c'est une histoire cohérente. C'est ce à quoi on se serait attendu. Ensuite, on peut aussi regarder les données similaires collectées par d'autres sources. Par exemple, la contribution de la production d'électricité des entreprises nationales correspond ou pas à l'utilisation des combustibles dans l'électricité par d'autres sources. Et finalement, on va regarder les relations entre les variables, par exemple dans la transformation. Donc ici, on voit sur la droite l'entrant en gaz naturel et la production d'électricité. Et on voit qu'au début, en 2000, c'était très très proche. Et on a un écart qui se creuse. Donc ça, c'est quelque chose où on va se poser des questions. Est-ce qu'il y a eu une amélioration de l'efficacité de cette centrale? C'est très possible, mais il faut juste pouvoir l'expliquer. On va maintenant retourner sur menti.com pour un deuxième sondage. Donc, je vais vous montrer
hop, ce slide pour que vous puissiez répondre à la question suivante. Hop. Donc, on va vous demander de répondre à cette question. Comment pouvez-vous vérifier les données d'intrant et de sortant d'une centrale thermique? Nous avons 3 possibilités de réponse. En analysant la tendance de production suivant la technologie ou le combustible, en comparant le rapport sortant-intrant avec les efficacités attendues par type de centrale, ou en comparant les niveaux de production avec ceux de pays similaires. Donc, je vous rappelle que pour cela, vous allez sur www.menti.com et vous entrez le code qui est en haut de la slide. Donc, les réponses commencent à entrer. Nous avons la majorité des réponses qui va sur la deuxième réponse en comparant le rapport sortant-intrant avec les efficacités attendues par type de centrale. On va laisser encore un peu de temps pour les dernières réponses d'entrée. Donc la tendance se creuse, on a de plus en plus de personnes qui répondent sur cette deuxième possibilité de réponse. Ah, voilà, quelqu'un d'autre qui a répondu pour la première réponse en analysant la tendance de production suivant les technologies et ou le combustible. Ok, donc je pense qu'on peut passer à la réponse. Donc la majorité avait raison, c'est bien la deuxième question, la bonne réponse, en comparant le rapport sortant-intrant avec les efficacités attendues par type de centrale. On va en parler plus en détail maintenant. Donc, je vais repasser sur mon PowerPoint pour pouvoir vous expliquer ça plus en détail. Donc, qu'est-ce que c'est que l'efficacité de la transformation? L'efficacité de la transformation se calcule par la sortie totale d'énergie utile divisée par l'entrée totale d'énergie. En effet, pour chaque processus de transformation d'énergie, donc par exemple dans une centrale électrique, on a un entrant en gaz et un sortant en électricité. Donc l'entrée, ça va être le gaz, la sortie, l'électricité. Il existe une relation entre ces entrées et sorties qui va dépendre de la technologie utilisée. Et cette vérification, donc vérifier cette relation, va nous permettre d'assurer la cohérence de notre ensemble de données. Si on a un exemple pour calculer l'efficacité, on a une sortie d'électricité C et 2 entrées de combustible A et B. L'efficacité va se calculer par C divisé par A plus B. L'efficacité, une fois que vous l'avez calculée, peut être vérifiée par rapport au plage attendu pour ce processus et cette technologie. Déjà, une première vérification, c'est de voir si elle est supérieure à 100%, parce que ça, c'est très invraisemblable. Donc ça va permettre déjà de voir, OK, il y a un problème dans les données. Ensuite, vous pouvez regarder le rendement en fonction d'une certaine fourchette. Donc, le type d'installation et le combustible utilisé vont vous permettre d'avoir cette fourchette d'efficacité vraisemblable. Ensuite, regardez aussi l'état de la technologie à laquelle vous avez affaire. Si elle est ancienne ou nouvelle, ça peut influencer l'efficacité. Et regardez d'une année sur l'autre. En effet, les mises à niveau technologique d'une centrale nécessitent beaucoup de temps et de capitaux. Donc, en général, il n'y a pas trop de gains d'efficacité d'une année sur l'autre. Voilà un tableau qui vous résume un peu les fourchettes attendues pour les centrales. Notez bien que cela est fait sur tous les pays, donc au niveau global. Alors que vous, si vous travaillez sur un pays spécifique, vous allez peut-être pouvoir restreindre les fourchettes et savoir plus précisément dans quelle fourchette vous attendez vos efficacités. Nous passons maintenant à la classification des produits qui permet de réconcilier en fait les séries de données. En effet, les marchandises peuvent être classées selon 3 systèmes. Le système harmonisé, HS,
la classification internationale type des produits énergétiques et la classification centrale des produits. Et si vous avez des différences dans vos données et que vous n'arrivez pas à les expliquer, cela peut être parce que des produits n'ont pas été classés en utilisant le même système de classification. De plus, les produits avec des qualités similaires peuvent être nommés des fois différemment à terre et en mer. Faites aussi des vérifications parallèles. Celles-ci vont vous permettre de réconcilier vos séries de données et elles sont particulièrement utiles pour les ensembles de données avec une dimension bilatérale. Par exemple, le commerce entre les pays, disons l'importation, l'exportation d'électricité, par exemple. Cela va vous aider à assurer l'interprétation et l'application cohérente de la méthodologie et vous éviter de faire du double comptage. Si vous voulez travailler avec les pays partenaires pour enquêter, l'Agence internationale de l'énergie peut vous aider à identifier les bons contacts. Nous avons ici un exemple sur l'import et l'export d'électricité. On voit que le pays A et B ont toujours à peu près rapporté les mêmes quantités jusqu'en 2013, où nous avons vraiment eu une différence entre ce que a rapporté le pays B, qui est donc la courbe rouge, par rapport à ce qu'a rapporté le pays A. Donc là, c'est quelque chose où on peut travailler avec les pays pour identifier les différences, pour identifier les problèmes. Des divergences peuvent survenir parce qu'il y a des différences de méthodologie, mais parce qu'il y a aussi des fois des différentes sources de données au niveau du temps, au niveau de la provenance de données ou des définitions. Donc là aussi, on vous encourage à faire des métadonnées détaillées et transparentes, car c'est essentiel pour pouvoir comprendre ce qui se cache derrière la donnée brute que vous disséminez. Finalement, on va aussi pouvoir vérifier la cohérence en utilisant les données économiques. Elles peuvent servir d'indicateurs de cohérence. Par exemple, ici, nous avons le graphe de l'approvisionnement total en énergie primaire à l'agence dans les pays de l'Agence internationale de l'énergie, nos pays membres. Nous voyons qu'il y a une décroissance vraiment vers l'année 2008-2009. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi cela est arrivé. Si nous regardons le PIB des pays membres de l'AIE, nous retrouvons cette même décroissance à la même année. Nous la voyons ici en rouge. Et cela nous permet donc de dire, OK, il y a eu une crise économique en fait à ce moment-là. Donc cela explique aussi la réduction de l'approvisionnement total en énergie primaire. Les données mensuelles ou trimestrielles peuvent aussi vous permettre de vérifier la cohérence. Regardez la somme des données mensuelles, est-elle proche des données annuelles? Et si on regarde ici sur l'exemple, nous voyons bien que 2013, 2014, 2015, nous avons à peu près les mêmes données au niveau mensuel et annuel. Par contre, en 2016, il semblerait qu'il manque quelque chose dans les données mensuelles ou alors que les données annuelles sont restées sur le même niveau alors qu'il y avait une décroissance. Donc, vérifiez bien les révisions, les différences de définition ou de périmètre qui peuvent être dues aux contraintes de temps. Souvent, dans le mensuel, nous n'avons pas la couverture globale que nous avons dans l'annuel parce qu'il y a des contraintes de temps plus importantes. Finalement, si vous n'avez pas de données actuelles collectées, il va falloir estimer les données manquantes. Il est bien sûr préférable que la majorité des données soient les données observées, car cela va aussi vous rendre la tâche plus facile si vous avez une petite partie à estimer. Les estimations ne devraient donc être utilisées que pour des flux et des produits représentant une faible proportion du total, et cela ne devrait être utilisé que pendant une courte période, pendant la mise en place d'un système de collecte de données. En fonction de ce que vous devez faire, si vous devez systématiquement estimer ou si c'est exceptionnel, vous allez pouvoir utiliser des stratégies différentes. Mais par contre, une chose est sûre, il faut toujours indiquer quand une donnée est estimée pour que l'utilisateur le sache. En général, posez-vous les questions suivantes. Est-ce qu'un autre acteur collecte déjà ces données? Est-ce que le flux est très important?
Est-il corrélé avec un autre flux qui pourrait peut-être vous permettre de dériver le flux manquant? Y a-t-il une tendance saisonnière ou historique qui peut être utilisée pour l'estimation? Et pourquoi, s'il y a une tendance, pourquoi cette période spécifique pourrait être différente? Par exemple, est-ce que ça a été un hiver particulièrement froid ou un été particulièrement chaud? Est-ce que vous pouvez utiliser aussi les tendances du marché comme indication pour entrer pour l'estimation, etc. Donc, essayez vraiment de regarder tout ce qui peut vous permettre d'apporter des informations supplémentaires pour rendre votre estimation plus riche. Finalement, je vais vous présenter rapidement comment nous faisons ce processus de validation des données à l'Agence internationale de l'énergie. Nous recevons les données, tout d'abord, de nos contacts dans les différents pays. Ensuite, nous allons les traiter. Nous allons regarder les incohérences telles que les ruptures de stock, les valeurs négatives, les erreurs de somme. Nous allons ensuite vérifier les séries temporelles. Regarder la cohérence, regarder l'équilibre, la saisonnalité, les pouvoirs calorifiques, l'efficacité, tout ce qu'on a vu en fait avant. Si nous avons des questions, nous allons avoir des itérations avec les fournisseurs de données qui vont ensuite venir nous répondre et donc on va pouvoir comme ça valider nos données. Une fois qu'elles sont validées, nous avons de nouveaux contrôles et des vérifications par des pairs. Et finalement, nous allons geler notre base de données et publier. Et voilà, c'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup pour votre écoute. Je sais que ça a été un peu long parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder. J'espère tout de même avoir été à peu près clair. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions. Et donc, je repasse la parole à Gianluca. Oui, Merci beaucoup, juste Julia. attendre Gianluca. Oui, Nicolas, s'il vous plaît, tu peux répondre à la question si tu veux pendant que je partage l'écran. Oui, c'était pour pendant la présentation de Julien, on a eu quelques questions assez intéressantes de nos participants, notamment celle de Augustin, donc, qui nous demandait comment travailler sur la collecte des données pour ce qu'il a appelé les secteurs informels, donc par exemple dans le cas du bois énergie. Et comme il l'explique, l'exploitation des forêts est souvent illicite apparemment en RDC et les documents officiels ne reflètent pas forcément les données réelles dans ce cas-là. Donc, est-ce qu'il y a des recommandations sur comment travailler le collecte? On rentre là dans un cas qui représente un des gros problèmes de la collecte de données en Afrique en général. Donc, c'est un travail qui est en cours. Oui, alors en effet, c'est un des grands challenges, le secteur informel, et surtout dans le cas de la biomasse. C'est quelque chose que l'on rencontre souvent dans beaucoup de pays. Alors, je n'ai pas de remède miracle, malheureusement, à vous annoncer. Souvent, ce qui marche le mieux pour avoir une idée de la consommation en énergie, c'est vraiment les enquêtes, de pouvoir aller dans les différents endroits, dans les villes, dans les villages, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, au niveau des enquêtes, ce qui est important, c'est de bien avoir une manière de mesurer, parce que la population ne va pas forcément savoir combien de kilogrammes ou de mètres cubes de bois elle utilise, par exemple. Donc, nous avons des pays qui nous ont rapporté des exemples, par exemple, où l'enquêteur venait avec une balance, en fait, dans les ménages pour essayer d'avoir directement la donnée collectée, donc de pouvoir mesurer en fait directement sur place ce qui a été utilisé. Donc ça, c'est une idée. Après, il y a des techniques plus élaborées avec la déforestation, essayer de regarder ces données-là, mais c'est en effet un grand challenge que nous rencontrons dans beaucoup de pays. Donc, Et pour ajouter, vendredi, on a un webinaire où on va passer moitié de la matinée à parler de la biomasse, en effet. Donc, on a l'occasion de parler un peu plus de ces sujets et aussi de prendre des questions aussi plus spécifiques, peut-être. Et enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous voulez répondre, Julia, Nicolas. et enfin, pour rebondir celle-ci avant de passer à la suivante, même si les deux sujets sont en fait
connectés. La coopération entre différents organismes du pays, on va voir le ministère de l'Énergie, mais aussi les organismes en charge de l'entretien des forêts. On va avoir des plus proches des populations qui pourraient aussi être susceptibles de vous apporter des informations sur le sujet pour vous aider à affiner. Donc, n'oubliez pas que parfois, certaines enquêtes existent déjà, vont dans les foyers et collectent déjà ces informations ou pourraient rajouter une question sur ces données pour vous aider à trouver l'information. Ensuite, on avait une autre remarque de Polydor, cette fois, a un sérieux problème de logistique et de capital humain pour la RD. Donc, je suppose que là, Polydor essaie de nous dire, c'est qu'il y a des problèmes de ressources humaines, en fait, pour tout ce qui est de la collecte des données. Et il nous demande aussi, peut-on procéder à une collecte? Alors, on espère que chaque pays a son propre, et la coopération entre les organismes publics est une des solutions envisagées pour vous aider à éviter de manquer de données. Mais sur l'aspect de manque de ressources humaines, là-dessus, c'est une question qui est assez large, je pense. Julia, si tu as quelque chose à rajouter sur ces remarques-là. Oui, alors je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit, Nicolas. Merci beaucoup pour ces questions qui sont très intéressantes. Je pense que procéder à une collecte de données sans données manquantes, c'est l'idéal. Après, si vous voyez qu'il y a des données qui manquent, vous avez des outils, vous pouvez essayer de… Je pense plus on coordonne avec d'autres institutions, plus on va pouvoir réduire les données manquantes. Et ensuite, pareil, plus on coordonne avec d'autres institutions, plus on va avoir de documents et d'autres données pour pouvoir estimer ce qui nous manque. Donc, c'est vraiment l'aspect clé, je pense, dans ce cas-là. Et qui va aussi nous permettre de réduire le budget et donc peut-être de pouvoir aller de l'avant par rapport aux problèmes de ressources. Si nous arrivons à réduire le budget, peut-être que les problèmes de ressources pourront être corrélés comme ça. Mais c'est vraiment des choses qui sont très dépendantes des pays, des gouvernements, et il est très important que les gouvernements comprennent l'importance de la collecte des données. Je pense une dernière question avant de passer aux exercices avec Gianluca, peut-être. Donc, Bayat, il nous demandait d'expliciter la réconciliation des séries de données. Oui, alors j'ai plusieurs slides dans ma présentation où on parle de réconciliation des séries de données. En effet, l'idée, c'est vraiment, si vous avez une série de données et vous voulez essayer de comprendre l'histoire racontée en fait par ces données-là, vous allez essayer de regarder d'autres sources, par exemple des données mensuelles, par exemple des données économiques, qui vont vous permettre de réconcilier, donc vraiment de compter vos connaissances par rapport à ces séries de données. Et après, on a une dernière question peut-être qu'on peut prendre de Lucinda aussi, qu'elle parle, je pense que c'est plutôt une question sur le fait qu'au Congo, il y a l'arrivée de beaucoup plus d'opérateurs dans la production d'électricité qu'auparavant, où il y avait un monopole. Et donc, les problèmes de suivre la production d'énergie avec plusieurs acteurs au lieu qu'un acteur seul. Ça, je pense que c'est quelque chose que Jules a mentionné. En effet, c'est quelque chose qui se passe, ou c'est déjà passé dans les autres pays aussi, où historiquement, il y a toujours la production d'électricité un peu gérée par une seule entité, historiquement une entité nationale. Et après, les marchés s'ouvrent à la production d'électricité par les acteurs privés, on peut dire. Et alors, ça devient plus compliqué, en effet, suivre. Donc, l'importance d'instaurer des systèmes de collecte de données, par exemple, des questionnaires annuels à envoyer à chaque producteur d'électricité pour avoir, à partir de ces producteurs, les informations. Ou il y a aussi
les sujets de confidentialité que Julia a parlé avant. Il y a peut-être certains producteurs qui ne veulent pas donner toute l'information par peur de divulguer des informations qui retiennent importantes et confidentielles. Donc, il y a beaucoup de sujets sur ça. Une solution que beaucoup de pays ont mis en place, c'est rendre la collecte des données par rapport aux acteurs privés obligatoire par la loi et renforcer ces lois, donc avec des, je ne sais pas si c'est dit PV ou quand même comment ça se dit en français, si un acteur doit payer s'il ne donne pas les données. Des amendes. Des amendes, ok. Bon, je disais des PV, mais ça c'est plutôt peut-être pour la roue. Oui, c'est des amendes que les acteurs qui ne fournissent pas les données doivent payer. Donc, c'est très important de savoir et connaître la production d'électricité dans un pays pour toute la planification. C'est important aussi de rendre ce type de collecte obligatoire. Une dernière question, après on va à l'exercice. Comme ça, on a déjà fait notre question and answer pour cette partie-là. La question, c'est peut-on extrapoler si nous avons des ruptures dans une série de données, utiliser d'autres méthodes? Je ne sais pas si Julia Nicolas veut répondre, c'est un peu ça que Julia a montré. Quand il y a des ruptures dans une année, il faut vérifier si ces ruptures sont liées à la réalité. Par exemple, s'il y a eu un changement important qui a ramené un changement de demande d'énergie, par exemple une année qui était très froide, donc on a dû chauffer plus de bâtiments. Ça, ce n'est pas peut-être le bon exemple pour le Congo, hein. C'est un exemple qui peut marcher en Europe. Aussi, c'est dû à une erreur statistique, donc quelque chose qui s'est mal reporté ou quelques parties de la demande ou de l'offre d'énergie qui n'était pas collectée ou reportée correctement. Donc, dans ces cas-là, deuxième cas, il faut corriger. Mais la première chose à faire, chaque fois qu'il y a une rupture, essayer de voir s'il y a un problème dans les données. Ou si c'est quelque chose qui reflète la réalité. Donc, par exemple, il y a eu une crise financière, l'industrie n'a pas produit de la même façon que l'année d'avant, donc elle a consommé moins d'énergie. Ça peut expliquer une grosse rupture dans la série de données. Donc, il y a beaucoup de méthodes, comme Julia l'a montré, il y a des estimations qui peuvent être faites, mais la solution la meilleure, c'est toujours essayer de collecter les données quand possible. Après, entre une année et une autre, où on a fait des collectes de données, surtout sur le secteur résidentiel, que c'est très coûteux collecter les données parce qu'il y a beaucoup de consommateurs, notamment. Il y a toujours une année ou 5 années aussi où on ne collecte pas directement les données, où on doit estimer par rapport à des autres informations qu'on peut avoir disponibles, des méthodes qui peuvent être mises en place. Je pense qu'on peut passer à l'exercice. Si vous ne voulez pas ajouter sur ce sujet-là, Nicolas et Julia, et après, je vous demande aussi à tous les participants, n'hésitez pas à nous envoyer votre question aussi par email. On peut aussi essayer d'organiser des séances plus spécifiques avec certains d'entre vous intéressés à des sujets spécifiques. Ok, bon, on commence avec l'exercice. Vous avez reçu l'exercice. Vous pouvez continuer à mettre des questions, on répondra à la fin de la journée ou avant de commencer la prochaine présentation. Mais on doit avancer, sinon on ne pourra pas toucher tous les sujets. Par rapport à l'exercice que vous avez reçu, cet exercice vous demandez d'analyser un peu le secteur du gaz naturel et de la production d'électricité dans ces pays imaginaires. Et vous est fourni un tableau de statistiques du gaz naturel, 1 million de cubiques mètres. Donc là, on parle en unité physique. Et on aura la production, les importations, la variation de stock, mais aussi la consommation dans les différentes parties, comme peut être l'industrie, le résidentiel, ou l'utilisation dans la transformation pour produire de l'électricité. Donc on voit dans ce tableau-là. La première question qu'on avait, c'est d'utiliser les pouvoirs calorifiques fournis, ici, pour calculer les pouvoirs calorifiques en moyenne pondéré, comme Julia l'a présenté dans la présentation d'avant. En effet, on a différentes sources de gaz naturel dans ces pays. Comme on voit, jusqu'à 2013, on n'a que des importations. Mais après, de 2013 et auparavant, on a aussi la production nationale. Donc, on a des sources très différentes qui peuvent venir de différents pays, mais aussi les sources nationales qui peuvent avoir
un gaz naturel un peu différent avec un pouvoir calorifique aussi différent. Donc, on voit ici, on avait l'information déjà collectée par rapport aux importations, c'était déjà calculé. On avait notre PCS moyenne pondérée des importations, qui dépend de quel pays ou de quelle source de gaz naturel sont arrivés. Et après, on a celui national qui il est stable, peut-être parce que ça vient toujours de même source, de même puits de production de gaz naturel. La question, c'était comment est-ce qu'on fait pour utiliser un PCS, un pouvoir calorifique supérieur et moyen pondéré, pour pouvoir l'appliquer après à la consommation. Parce que la consommation ici dans l'industrie, c'est en effet un mélange entre le gaz naturel produit et le gaz naturel importé. Donc, on doit utiliser moyenne, et le mieux, c'est d'utiliser un moyen pondéré parce que ça prend en compte aussi du poids des importations et du poids des productions dans l'approvisionnement national. Comme on voit ici, par exemple, en 2014, les importations ont un poids beaucoup plus élevé. On a 130 contre 50 sur le moment de production. Mais comme les années avancent, on voit que la production nationale augmente. Et en effet, en 2019, on a une production nationale qui est plus élevée que les importations. Donc, les types de gaz naturels et son pouvoir calorifique dû à la production vont avoir un poids plus élevé que celui des importations. Comme on voit, la formule, c'est celle-là que Julia nous a montré. Il faut multiplier la production par les pouvoirs calorifiques de la production, sommer les importations par les pouvoirs calorifiques des importations, et après diviser le tout par la somme des importations plus production. Et ici, on va avoir en effet une moyenne qui s'est pondérée. Pondérée, ça signifie qu'elle donne le juste poids à chaque partie qu'on a prise en compte. Comme on voit, ça va diminuer dans les années parce que le pouvoir calorifique du gaz naturel de la production est un pouvoir calorifique inférieur un peu à celui des importations et son poids, il va augmenter dans les années. Donc, on voit la raison pour laquelle notre pouvoir calorifique moyen pondéré diminuer dans les années. Après avoir calculé ça, on avait une autre question qui nous disait d'utiliser les pouvoirs calorifiques donnés plus celui calculé pour remplir les tableaux énergétiques. Ça, c'est un peu comme un bilan énergétique pour le gaz naturel. Il faisait utiliser toutes les données physiques, qu'on avait 1 million de cubiques mètres, notre pouvoir calorifique, pour avoir notre tableau en unité énergétique, en ce cas-là, en terajoules. Comment est-ce qu'on fait ça? On utilise nos pouvoirs calorifiques et on les multiplie par les mètres cubiques, dans ce cas-là, parce que notre unité nous permet de faire ça. Comme on voit, on a mégajoules par mètre cubique, et ici on a 1 million de mètres cubiques. Et la somme multiplication, ça nous donne directement terajoules. Il faut toujours faire attention. Ici, on voulait terajoules, peut-être on avait notre pouvoir calorifique en kilowattheure pour mètre cubique, donc on aurait dû faire des autres conversions. Mais ici, c'était parfait pour avoir directement une multiplication. En fait, on voit que pour la production, on peut utiliser directement les pouvoirs calorifiques de la production parce que c'est les bons, on l'a déjà. Même chose pour les importations, on a notre pouvoir calorifique des importations, donc on va utiliser celui-là. Mais après, comme c'est deux types de sources d'approvisionnement, production et importation, vont se mélanger dans la consommation nationale et c'est difficile de savoir si le gaz naturel consommé dans l'industrie vient directement de la production des importations. Des fois, c'est possible. Des fois, on a des pouvoirs calorifiques aussi pour la consommation. En effet, on peut savoir les pouvoirs calorifiques moyennes pour l'industrie. Mais dans cet exemple-là, on ne les avait pas. Et la meilleure solution, c'était d'utiliser les pouvoirs calorifiques moyens pondérés de l'approvisionnement. Et donc, pour chaque secteur de consommation et transformation, on utilise notre pouvoir calorifique moyen pondéré calculé dans la question précédente. Après, on avait une autre question, la question numéro 3, qui nous disait, en utilisant ces bilans qu'on a calculés, déterminer un indicateur de vérification de la qualité des données pour voir si l'écart statistique est trop élevé, trop faible ou s'il est raisonnable. Comment est-ce qu'on a fait ça? On a calculé déjà l'écart statistique parce que c'était déjà calculé automatiquement, comme avez-vous avec Julia. C'est la différence entre l'approvisionnement et la demande totale. La demande totale ici, comme vous voyez, inclut aussi le secteur de transformation.
comme il est défini ici. Et on peut le calculer comme le pourcentage de l'approvisionnement. Donc, on divise notre écart statistique par l'approvisionnement total. Et ça nous donne une idée de la grandeur de notre écart statistique, donc de la différence entre la demande et l'approvisionnement. On voit que pour toutes les années, c'est plus ou moins OK, mais en 2015, comme vous pouvez voir du graphique aussi, la différence entre demande et offre, il y a une différence très élevée. 55%, c'est quelque chose qui nous doit faire demander s'il n'y a pas une erreur dans les données. En effet, on peut comprendre qu'il y a une différence de 3, de 2%, comme on avait avec Julia, parce que les données viennent de différentes sources, parce qu'on peut avoir utilisé des pouvoirs qualifiés différents, parce qu'il y a pas mal de raisons. Mais quand c'est aussi grand, il y a sûrement un problème dans le reporting. En effet, on voit que, par exemple, les inputs, donc l'utilisation du gaz naturel dans les centrales électriques a augmenté très fortement en 2015. Et ça peut être la raison. La raison qu'en 2015, il y a une erreur dans cette chiffre reporté ici. Mais on verra après dans l'exercice comment est-ce qu'on peut résoudre ça en regardant des autres informations. Donc, si on observe l'indicateur, en effet, on se rend compte qu'en 2015, il y a un écart statistique très élevé. Et chaque fois qu'il est plus grand que 5%, on s'est dit qu'il y a à investiguer. Aussi, comme on voit en 2017, on est à moins 7%, c'est plus grand que 5%. On devrait se demander aussi pour 2017 s'il n'y a pas un problème dans les données de l'offre, de l'approvisionnement ou de la demande.